En fait, c'est vos investissements immobiliers qui vous ont mené à créer une agence immobilière, finalement. Finalement, votre machine était trop bonne, fait que là, vous avez manqué de cash. C'est-tu une erreur? Je suis peut-être là à cause de ça aujourd'hui, mais j'avais peut-être trop envie de tout acheter. Je regardais partout. Juste les CMB qui font le yo-yo. Une journée, un projet est rentable, l'autre journée, c'est pas juste de l'argent au final. Il y a des humains en arrière de chaque immeuble, il y a des locataires. Je vais trop avoir la pause de gain rapidement. OK. Je suis passé proche de faire des erreurs. Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX et aujourd'hui, je reçois un duo, Alexandre Boisvert et Lancelot D'Amour de l'agence IR. On va parler de comment ils ont commencé comme investisseurs immobiliers et ensuite, grâce à ce qu'ils ont développé comme investisseurs, ils ont transitionné vers le travail de courtier immobilier. Ça va être un épisode à ne pas manquer. Hey, salut les gars, ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Ah ouais. Ça va bien? Comment, ouais, ça roule. Comment va Normand D'Amour? Il va bien. Il travaille en tabarnak. À la petite bouche. Dans le roseau. Non, le père, il travaille. Non, mais merci les gars d'être là. Mais merci à toi Yes. pour l'invitation. Yes. Alex et Lancelot. Lancelot. Yeah. Yes. Roi Arthur, il est où, lui? Le roi Arthur, il existe pas, man. It's a legend. It's a legend. Guinevere. Guinevere, j'ai déjà rencontré une. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais. T'es pas de mon goût. Fait que ça a fini là. Bon. J'espère que Mégane, elle écoute pas trop. C'est ça que le monde en soirée qui écoute le début de l'épisode sont comme... Est-ce que genre, j'ai syntonisé le mauvais canal? On est-tu comme... C'est-tu une émission d'immobilier? Ouais, est-ce qu'on parle de légende? C'est-tu l'immobilier à RSI ou on est sur d'autres choses? Non, mais sans faire, les gars... Vous êtes à la tête de Agence IR à Sherbrooke. Probablement l'agence immobilière qui roule le plus. Mais vous avez commencé comme investisseur immobilier essentiellement. Comment que ça a commencé tout ça? Ben, Alex a commencé avant moi, mais tu veux-tu commencer ton... Ben, en fait, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 7 ans depuis le premier RSI ensemble. Ouais, je pense qu'on avait fait... T'avais quel âge? As-tu 18 ans? 19 ans? 23, 24 à peu près. Ouais. Ça fait 5-6 ans. Ah ouais. Fait que tu sais, je te dirais que j'ai rencontré Lancelot pas mal dans ces années-là, quand on a fait le RSI. Lancelot faisait des projets, à ce moment-là, il avait fait le club, faisait Flip Academy. Il était rentré sur des projets immobiliers aussi. Fait qu'on on a commencé à se tenir ensemble. Puis, on s'est rencontrés dans une soirée immobilière. Toi, t'étais-tu déjà chum avec Renzo à ce moment-là? Ouais, ben je travaillais avec mon partenaire actuel dans les bars. On s'est connus là. Puis j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier suite à mon bac en administration que j'avais fait à l'UQAM. Puis j'essayais de trouver dans quoi je voulais m'en aller. Puis là, ben, finalement, l'immobilier, ça a vraiment décliqué. Puis j'ai commencé à checker vous demandez ou vous recevrez. Mais pas vrai, là, c'est pas une joke. J'allais au parc Laurier à Montréal. J'avais un notebook. J'écoutais tes vidéos puis je peignais des notes. T'es-tu sérieux? J'ai commencé comme ça. Hey, demandez, vous recevrez. Je me demande s'il y a du monde en ce moment. Tu faisais ça devant un whiteboard, là, ouais. tu scrabais puis tu parlais de... Ou des fois dans un parking devant une banque. Ouais. C'était vraiment n'importe quoi, là. Mais honnêtement, c'est pas pour te vanter, là, mais ça a quand même aiguisé mon intérêt pour l'immobilier. Ouais. Puis après ça, j'ai fait le club. Commencé à aller souvent dans les soirées pour rencontrer des gens. J'ai rencontré Alex, puis on a commencé à faire des projets ensemble. Nice. Ouais. Exact. Toi, Alex, t'as déjà monté quand même... T'étais en train de monter un parc à ce moment. Ouais. J'étais rendu à une centaine de portes quand j'ai rencontré Lancelot. D'ailleurs, j'ai vendu à peu près la moitié de ces portes-là depuis. Ouais, c'est vrai. Ouais, les dernières années, on a développé l'agence, comme tu disais en début d'épisode. Fait que c'est sûr que notre main focus est un petit peu plus là-dedans. Ouais. Continuons à faire des projets à toutes les années, par contre. Là, mais je te dirais que... Tu sais, veux pas, le core business a changé un petit peu. On continue à faire de l'immobilier pour en manger, mais le day-to-day a changé pas mal comparé à ce qui ressemblait à l'époque. On accompagne beaucoup plus d'acheteurs dans les projets qu'on en fait maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou comment que... Tu sais, en fait, c'est vos investissements immobiliers qui vous ont mené à créer une agence immobilière, finalement. Oui, exactement. C'est, tout le monde connaît un peu la légende maintenant là, de la prospection qu'on a développée. Vous avez monté un système de prospection à Sherbrooke. Pour vous-même, dans le fond, pour trouver des deals pour vous-même. À la base. Oui. Finalement, votre machine était trop bonne, fait que là, vous avez manqué de cash. Ben oui, exact. Manqué de cash. Puis à un moment donné, on manquait de ressources aussi. Trouver des partenaires et tout, mais...
chaque immeuble a son profil, puis chaque immeuble peut être bon. C'est juste que dans nous, ce qu'on regardait, les secteurs et tout ça, il y avait un paquet d'immeubles qui convenaient pas, puis on parlait à beaucoup de monde. Je me rappelle, à cette époque-là, on rencontrait 5, 6, 7 vendeurs par jour. Par jour, ouais. À tous les jours. Dans un café, puis on les faisait venir là. Puis pas de bureau, rien, puis on regardait qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon. On fait une couple de bonnes acquisitions à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on les vend. Les deals qu'on n'achetait pas, au final, ces propriétaires d'immeubles-là finissaient par se revirer de bord puis les vendre à quelqu'un. À quelqu'un d'autre, à des investisseurs, à des acheteurs. Ou tout simplement, ils approchaient des courtiers immobiliers. Puis ils mettaient les propriétaires en ligne. Fait que c'est là que vous êtes dit... C'est là qu'on a fait peut-être qu'il y aurait de quoi à faire avec ça. Puis c'est là d'où est venue l'idée de créer l'agence. Exact. Changer une façon de monétiser un peu notre temps. Parce que c'était très, très time-consuming, la prospection. Même monétiser votre temps, puis monétiser quand même... d'avoir réussi à monter parce qu'on a passé des heures, là, c'est un travail de moine faire ça. Ben non, je sais. Sortir une base de données puis d'être en mesure de chercher à rejoindre ces gens-là puis être en mesure de les rentrer en contact pour les rencontrer, etc. Ah ouais. Mais ça, ça a une immense valeur, là. Ben c'est ça, mais une fois que c'est fait, tu peux la garder. Exact. C'est comme ça que j'avais monté Réhervé, justement, à Québec. Exactement le même système. Principe. Même principe. Ça a une immense valeur. Puis aujourd'hui, vous considérez plus courtier qu'investisseur, quoique vous êtes encore investisseur, là, quand même. On est encore investisseur. On investit dans certains projets toutes les années, je dirais. L'année passée, on a signé 5 offres d'achat environ. Cette année, on en a 2 sur la table. Donc, on continue à être actif. Mais oui, je pense que le rôle de courtier a pris un peu plus de place. Je veux dire, c'est naturel. Je veux dire, on a quand même rendu à 13 personnes au bureau, 7 employés à temps plein sur le payroll. Donc, c'est ce qui nous occupe. Les défis, c'est rendu ça. Puis, mais c'est le fun parce qu'en faisant ça, on apprend énormément. On transactionne beaucoup plus que si on ferait juste nos propres acquisitions. On transactionne avec de plus en plus de joueurs, avec de plus en plus de gens éduqués. Fait qu'on voit toutes sortes de façons de faire. Puis là-dedans, on apprend pour nous-mêmes aussi. C'est le fun. Ça, c'est drôle. Tu me fais penser à quoi? Parce que, tu sais, dans le temps, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais mettons jusqu'en 2019, la seule attaque que mes compétiteurs et critiques avaient envers moi, c'était que j'avais pas de porte. Hein? C'est vrai, on j'avais pas de porte. Tu sais, j'étais invité conférencier, puis là, j'ai l'air de me vanter, mais tu sais, invité conférencier dans les plus grandes conférences d'immobilier en Amérique du Nord. J'avais analysé à la mitaine au-dessus de 10 milliards de dollars de transactions. J'avais été conseillé dans des centaines de millions de dollars de transactions. Puis la seule chose que le monde avait à dire de méchant sur moi... Toi, tu l'as jamais fait. C'est que j'avais pas de porte à moi. Tu savais pas de quoi tu parlais. À moi. Fait que je savais pas de quoi je parlais. Puis là, j'étais comme... Ouais, mais ça, c'est comme dire à l'oncologue. Ouais, mais t'as pas eu le cancer. Fait que tu sais pas qu'est-ce que je cherche. Puis j'étais comme... J'ai bien plus de reps, de répétitions de fêtes en immobilier que le gars qui a 1000 portes. Là. Et j'en ai fait là, tellement plus que cette personne-là. Puis en plus, moi, j'avais été gestionnaire discrétionnaire pour 2 familles très fortunées où que, essentiellement, moi, j'achetais des immeubles comme si c'était mon argent. Je faisais tout de A à Z, signature des PA, trouver des deals, passer chez le notaire. Je suis comme, j'ai fait bien plus que... Moi, j'ai l'équivalent d'avoir acheté... quasiment 5000 portes, là, c'est juste son pas à moi, là, c'est en quoi ça change, puis je me rappelle fin 2019, j'étais comme, ah ouais, parfait, j'ai pas de porte, ok, cool. Finalement, je me suis claqué 45 immeubles en 24 mois, là, pas 45 portes, 45 immeubles. Ah ouais, who's laughing now, c'est ça, tu sais. Mais c'est drôle que tu t'en parles parce que... C'est une bonne analogie, parce qu'on transactionne beaucoup plus qu'on en achète aussi, au final. T'apprends bien plus parce que tu vois toutes les transactions, pas juste les tiennes, tu sais. Puis tu vois les deux côtés aussi. On a l'envers de la médaille, exact. Ben c'est ça, tu vois les deux côtés des transactions, là. Puis t'apprends, je pense, des investisseurs, tu sais, on a fait en maudit des transactions ensemble, la première année que vous avez parti votre agence, j'en ai fait quand même plusieurs, vous autres. Là. Une vingtaine la première année. Puis, à chaque fois, tu transiges avec des investisseurs différents. Puis moi, je pense aux clients qu'on a eus dans le temps à Québec. J'avais François Bélanger comme client chez nous. Puis on les voyait, toutes ces transactions, comment il dealait. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires que j'ai appris de lui, comme inconsciemment, à le voir. Que tu es capable de mettre aujourd'hui en pratique dans tes propres dossiers. C'est clair, là, mais c'est intéressant comme manière de voir les choses. Puis je pense que ça a une valeur ajoutée aussi pour les clients avec qui on fait affaire. Là. Ouais. En leur disant, regarde, nous, on fait aussi des transactions, des fois en tant qu'acheteur, on en fait en tant que vendeur. Fait que, ça leur donne quelqu'un qui a des compétences générales
en transaction. C'est sûr que le best, c'est d'avoir les deux côtés de la médaille. C'est clair. C'est toujours plus le fun. Absolument. C'est la résolution de problèmes. C'est ça. Notre job, c'est tout le temps ça. C'est trouver la solution au problème. C'est ça. Faire en sorte que ça moi, comme promoteur immobilier, moi, ma job, c'est de gérer de la merde, faire des casse-têtes en 3D à la journée longue avec des millions, essentiellement. Exactement. Faut, en entrepreneuriat puis en investissement, tu sais. Ça, je trouve ça toujours drôle, puis on s'entend, il y a beaucoup de marketing autour de ça, à quel point l'immobilier, c'est facile, puis vivre de l'immobilier rapidement, mais comme l'immobilier puis le monde des affaires, en fait, ta job, c'est de gérer du difficile. Ouais, exact. Tu sais, comme David Goggins, choose your hard, là, dans le fond, si tu veux pas de difficile, investis pas en immobilier, puis lance-toi pas en affaires. Oui, exactement. Exactement. Trouve-toi une job de 9 à 5. Puis, ça dépend où tu veux amener ta business aussi. Là. Ouais. Acheter un duplex, une fois que tu connais comment que ça fonctionne, c'est pas difficile. Ça peut être quand même. Pour certaines personnes, ça peut virer en calvaire. Oui, si t'es mal outillé, mais c'est ça que j'allais dire. Je parlais avec une amie qui a un 4 logements, puis tu sais, elle s'arrache les cheveux. Là, mais en tout ayant bien, entouré de bonnes personnes, c'est relativement facile. Je pense que le mythe que c'est facile vient peut-être du fait que, vu de l'extérieur, ça peut avoir l'air facile. Tu sais, mettons, on te regarde toi, qui a acheté autant d'immeubles à Sherbrooke, qui fait encore autant de développement. Que tu vois juste des passes, encore une transaction notariée. C'est peut-être que quand tu le regardes comme ça a l'air facile, mais quand t'es dedans, c'est pas toute la même chose. Non, c'est clair. C'est clair. T'as comme juste la pointe de l'iceberg. Tu vois pas comme l'entièreté des icebergs en dessous. Qui est loin d'être facile. Là. Non, exact. Puis tu fais bien de. Je pense que tu fais bien de faire le lien entre l'entrepreneuriat et l'immobilier parce que ça se ressemble beaucoup. C'est clair. Je veux dire, dès que tu as un peu de volume, tu gères des clients qui sont tes locataires, tu gères des fournisseurs externes, des sous-traitants quand tu fais de la construction. Fait que ça revient à avoir ta propre business. Puis ça, tu l'as souvent répété dans les cours, la différence entre un propriétaire immobilier et un gestionnaire immobilier où la personne est vraiment plus elle a une entreprise d'immobilier. Absolument, Mais je pense que ce déclic-là est important à faire. S'il y a quelque chose qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que l'immobilier, c'est une entreprise. Donc, il faut être capable de porter plusieurs chapeaux, il faut être capable d'avoir une bonne gestion du stress aussi, souvent. Il faut rester à l'affût parce que ça va vite, l'immobilier. Tu en parles souvent. Je t'ai écouté dernièrement, tu disais à quel point il faut être sophistiqué dans le marché. Avec tout ce qui se passe économiquement, mais c'est de plus en plus vrai. Puis ça, on le voit. Au niveau transactionnel, on le voit parce qu'on transactionne avec des propriétaires qui ont des immeubles depuis 30 ans versus des acheteurs qui sont dans le marché actuel, qui achètent avec les conditions actuelles. C'est difficile des fois pour eux de communiquer. Juste entre 18 mois puis aujourd'hui, c'est complètement... Tu peux pas investir aujourd'hui en immobilier comme tu faisais il y a 18 à 24 mois. Là. Exact. C'est impossible. Là. C'est impossible. Je pense à beaucoup des transactions qu'on a faites ensemble, genre en 2020, 2021, même 2022. Là. Aujourd'hui, là, je pourrais pas approcher ces transactions-là de la même façon qu'on les a approchées. Absolument pas. Là, 18-24 mois. Là. C'est capoté. Là. Ça change tellement vite. Là. Ouais, puis écoute, même depuis le début de l'année, on regarde juste les CMB qui font le yo-yo. Une journée, un projet est rentable, l'autre journée... il y a des journées qui ont des spreads genre 50 bips, là, c'est fou. Là. Exact. Mais on est dans une période d'apprentissage, selon moi. Je pense qu'il faut quand même grandir de ça. Puis c'est un peu une chance de le vivre parce que c'est cyclique l'immobilier. Je veux dire, sur une longue période, si on est là longtemps, on va revivre ce genre d'événement-là. Fait apprenons de ce genre d'événement-là, servons-nous-en pour que la prochaine fois, on soit encore mieux outillés pour y faire face. Parce que moi, ce que je vois, c'est que les gens qui ont continué à bouger malgré les difficultés dans les 2 dernières années où les taux d'intérêt ont augmenté, c'est qu'ils ont quand même fait des bons moves. Ça va payer au fil des années parce que c'est mieux d'acheter un immeuble, peut-être que tu laisses plus d'argent sur la table à court terme que de ne pas acheter d'immeuble. Oui, parce que c'est le temps, ton meilleur ami en immobilier. Puis le taux d'intérêt, là, en anglais, il y a l'expression you date an interest rate and you marry a property. Essentiellement, comme ton taux d'intérêt, là. Mais c'est parce que c'est un des facteurs parmi tous les autres facteurs. Même si le taux aujourd'hui, tu signes 5 ans, ça reste c'est juste ton tôt pendant 5 ans. En réalité, là, tandis que l'immeuble, théoriquement, tu devrais l'avoir 25 ans. Minimum, 30, 40, peut-être plus. Peut-être un peu moins, mais quand même, quand tu y penses, tu fais comme moi. C'est juste une saison parmi d'autres saisons. Sur une fenêtre de 15, comme tu dis, à 30 ans, ça n'a aucune importance. Non, c'est ça. Ça n'a absolument aucune importance. Pas, là. Si tu regardes le big picture, là, c'est... Surtout que les taux ne sont pas à 18 là, on s'entend. Là. Exact. Vous autres, quand vous avez fait le switch de investisseur à plus courtier,
avez-vous eu de la difficulté avec... Tu sais, parce qu'il y a un stigmatisme au Québec par rapport à la profession de courtier immobilier. Je trouve qu'elle n'est pas... elle n'est pas méritée. Là. C'est très petit québécois de notre part, mais les Québécois, on aime ça chier sur le monde, là, surtout sur ce qu'on est prêt à faire ou ce qui nous rend jaloux de certaines affaires. Mais le courtier immobilier, on s'entend que c'est pas la profession qui est respectée dans la culture versus, mettons, le chirurgien ou versus le notaire. On s'entend qu'une fille amène son nouveau chum rencontrer les parents. Le notaire va passer mieux que le courtier. Là, comme... Ben oui, on le vit pour différentes raisons. Je pense que il y a une part de ce que je me rends compte, disons, c'est que les gens qui gravitent moins dans l'immobilier ont peut-être pas conscience de ce que fait un courtier immobilier. Ça, c'est ce que je vis, moi, dans ma vie de tous les jours, quand je parle avec des gens qui sont pas nécessairement dans l'immobilier. T'es juste un vendeur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Versus quand c'est des gens qui gravitent dans l'immobilier, ben, l'autre stigmatisation qu'on vit, c'est que les courtiers connaissent rien. C'est pas tout à fait vrai. Des vendeurs crosseurs, des gros chars. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ça, on l'entend souvent, malheureusement. C'est ça. Mais il y a des bons courtiers, il y a des mauvais courtiers dans tout. Là. Il y a des bons dentistes, comme dans n'importe quelle profession. Non, c'est clair. Mais ça reste que, tu sais, c'est de quoi que quand tu deviens courtier immobilier... tu sais, moi, j'ai même pas été courtier, j'étais propriétaire d'une agence immobilière. Puis je me rappelle des fois, je disais ce qu'on faisait, puis le monde me regardait, ah ouais, t'es là-dedans, t'es comme, ben, ouais, tu sais, c'est vrai qu'il y a une stigmatisation des gens, mais, tu sais, je veux dire, je pense que je fais ce que je fais parce que j'aime ça, pas pour le regard des autres sur ce que je fais. La profession n'existerait pas si... Elle était pas importante. Puis qu'elle avait pas sa valeur ajoutée quelque part. Puis moi, je le dis souvent, exemple, dans les cours à tous les investisseurs, je suis le premier à le dire, moi, je suis hyper pro-courtier. Écoute, j'ai dirigé une agence immobilière qui faisait des centaines de millions de dollars de transactions. Je connais le courtage, tu sais, toute la loi du courtage, je connais comment les courtiers fonctionnent. Puis, genre, j'évite à tout prix de faire une transaction, pas de courtier, là, tu sais, j'en veux, tu sais, je sais comment prospecter, puis combien de fois que je vous appelle, puis je suis comme, tu sais, je pourrais le trouver moi-même, le gars, puis je pourrais l'appeler moi-même. J'aime bien mieux passer par des courtiers compétents que de gérer ça moi-même, là. Puis je suis comme... Écoute, si moi, j'aime mieux passer par un courtier, là, toi, là, chum, là, genre, t'as moins d'immeubles, t'as probablement moins de compétences que moi, là. Je comprends pas pourquoi tu veux te sauver des services d'un courtier, là. Je la comprends pas, ça, là. Mais ça revient à ce qu'on disait un petit peu aussi, je pense, un peu plus tôt, au volume de transactions qu'on fait aussi, puis au volume que tu faisais. C'est que ta valeur ajoutée est toujours grandissante. Parce que tu vois toujours des nouvelles choses. Clair. À chaque semaine, je vois un dossier que j'ai à peu près pas vu ou qui est différent du dernier, puis j'apprends. Puis c'est une expérience cumulée. Ce qui fait que quand j'arrive dans un autre dossier qui est plus compliqué, tu peux le partager tes clients, cette expérience-là. Exactement. Tu t'en sers ailleurs. Exactement. Fait que je pense que le courtier a son utilité. Est-ce qu'une transaction sans courtier peut se faire? Tout à fait. Mais je pense qu'un bon courtier a son utilité aussi. Ben oui, c'est clair. Simplement. De ton côté, tu utilises aussi le courtage ou d'autres entités comme membre un peu de ton équipe. Right? Ben oui. Parce qu'au final, toi, tu te concentres sur plus une facette de ton entreprise. Absolument. Puis tu délègues une partie où les autres pourront t'amener plus de valeur. Absolument. Ça revient à ce que tu disais où le milieu des affaires et l'immobilier, c'est ça. Il faut t'apprendre à déléguer. Ben oui. Je veux dire, puis le courtier, ben, si tu nous délègues un peu tes acquisitions, comme tu délègues vraiment ta comptabilité. Exactement. Toutes les fins de semaine. Exactement. C'est clair. C'est juste que ça se peut que vous allez travailler sur des dossiers que vous ne recevez pas d'argent pour, puis d'autres, vous allez recevoir de l'argent, puis oui, ça peut être des gros chèques, mais ça compense aussi pour toutes les fois que peut-être que vous n'avez pas été payé. Là, versus le comptable, ben, lui, il fait son heure, puis il te charge à l'heure, puis il est payé. Exact. On touche à beaucoup plus de dossiers qui finissent par rien amener à rien que des dossiers qui vont mener à terme. Tout à fait. Donc oui, ça s'équilibre. C'est quand on regarde, tu te dis, les courtiers, c'est pas trop cher. Moi, je trouve ça toujours drôle quand on dit, les courtiers, c'est bien trop cher. Ouais, c'est pas comprendre pantoute cette profession-là. Exactement. C'est juste une mauvaise compréhension au final des gens. C'est clair. C'est quoi l'erreur que vous voyez le plus chez les investisseurs immobiliers dans le marché? On a quand même... On s'entend que cet épisode-là va être écouté, visionné par des milliers d'investisseurs immobiliers, là. C'est quoi les erreurs que les gens qui nous écoutent présentement devraient éviter de faire? Je pourrais peut-être y aller de mon côté. Je vais y aller avec de quoi de cliché, puis je l'ai un peu dit tantôt, mais c'est de ne pas passer à l'action.
Okay. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui passent pas à l'action. Ouais. Ce qui fait que le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Ouais. Souvent, ces gens-là vont entendre le deal, vont entendre que l'immobilier crash, vont entendre que les prix baissent. Tu le vois quoi? Tu baissent. t'envoies des deals à quelqu'un qui dit qu'il est acheteur, puis finalement, genre, il dépose jamais de promesse d'achat. Ironiquement, ça arrive souvent que je peux envoyer un immeuble qui est très, très rentable à quelqu'un, puis qui me dit que c'est pas bon. C'est pas un bon deal. Versus, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre, puis lui, il va sauter dessus, puis il va me remercier 100 fois de lui avoir envoyé. Donc, la peur de passer à l'action, l'analyse paralyse qu'on entend parler des fois. Overthink, aussi. là. Exact. Tout ça, je pense que c'est probablement une des pires erreurs à éviter en immobilier. Parce que même si, souvent, les gens ont une... Ce qui se dit, c'est je vais acheter un immeuble, il faut absolument que je rechante mon cash. Faut que ça soit l'immeuble parfait. Faut que ça soit rapide, faut que ça soit. C'est jamais pareil. Chaque transaction est différente. Puis, ultimement, même si tu achètes un immeuble, c'est un petit peu plus long avant de faire ta deuxième acquisition, tu as quand même un immeuble de plus dans ton patrimoine. Versus peut-être manquer le premier, peut-être manquer le deuxième, puis à un moment donné, ça devient une espèce de routine de jamais acheter. Oui, il y a plein d'immeubles que j'ai achetés vraiment vite. Là. Vous l'avez vu, là? Il y a des immeubles que, genre, je sais même pas finalement si je les avais analysés. Je les ai achetés. Ça, c'est drôle que tu dis ça. je pense à une couple d'immeubles en tête, là. Genre, crime. Il y en a pas mal, là. Tu veux-tu vraiment nommer des adresses? Ouais, c'est ça. On les connaît, là. Il y en a plein que j'ai acheté. Puis, tu sais, ça arrive des fois, je me dis, pourquoi j'ai acheté ça? Mais en même temps, je me dis ça, mais je le vendrais pas. Je pense que dans ta comme vision globale, pareil. dans ta vision globale, ça faisait du sens aussi, là. Ouais, puis ça reste que, comme tu dis, j'ai un actif dans mon patrimoine de plus. Ouais, finalement, tu sais, est-ce qu'à le refaire, je l'aurais nécessairement acheté? Non, mais j'ai l'actif pareil, puis je vais m'en acheter pareil avec. Mais c'est parce qu'avec tes compétences, tu vas finir un jour ou l'autre à ce qu'au pire, ça devienne un immeuble qui est rentable. C'est ça. Avec le temps, finalement, je vais être pondéré pareil, là, tu sais. Tu vas le regarder et tu vas faire comme lui, avec cet immeuble-là, je pourrais faire telle chose. Tu sais, il y en a une couple, je serais j'aurais pu acheter un meilleur actif que celle-là, mais un actif, c'est un actif pareil. Exact. C'est ça le point de l'actif, là. C'est qu'elle travaille pour toi pareil. Là, sinon, toi, Lance, tu sais, dans les transactions, dans les clients... Des fois, j'ai l'impression que le monde sont juste soit mal préparés ou soit mal outillés. Ah oui? OK. Puis, ce qui est difficile avec ça, c'est que, c'est important pour nous de les remettre sur le droit chemin. Ouais. Mais je pense que, initialement, si les gens prenaient le temps de mieux s'informer sur le marché, puis d'arriver un petit peu plus près lorsqu'ils s'intéressent à un immeuble ou qu'ils veulent faire une transaction, ça pourrait les aider à les mettre à terme. Ah ouais? Après ça, moi, ma job, c'est de faire en sorte que la personne, on l'enligne à la bonne place puis que la transaction se déroule bien. Parce que le monde sont juste comme pas assez compétents. Mais je trouve que c'est une erreur de base de comme le monde pas trop connaître ce que où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux acheter, qu'est-ce que tu recherches. Ouais. Moi, ça m'a toujours comme surpris. De trop s'éparpiller ou de comme... OK, parfait, j'achète un immeuble commercial. Comment je me qualifie? C'est comme, ça marche pas trop comme ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça particulier. Ouais. Cette mentalité-là, genre, la personne veut s'acheter un immeuble commercial ou multilogement, un immeuble de 500 000, 1 million, 1,5 million. Puis, ils n'ont pas de concept de base. Mais c'est ça que je dis. Puis c'est pas comme si les cours sont pas accessibles. Je veux dire, à cette heure, exemple, nous autres, les cours du Collège MREX, il y a des cours aussi pas chers qu'à 397$, même si je pense que tu devrais faire ceux à 5-6 000, ce qui est pas cher. Quand tu achètes une bâtisse qui vaut des centaines de milliers de dollars ou des millions, puis tout est accessible, c'est en ligne. C'est pas comme s'il y a des grandes barrières à l'entrée pour te former aujourd'hui. Là. Ça m'a toujours flabbergasté. Je suis comme, là, tu t'embarques dans une transaction d'1 million. C'est un peu se mettre la tête dans le sable. Ouais. Tu veux pas mettre quelques milliers de dollars pour te former, mais tu vas étaler des centaines de milliers de dollars. Des fois, c'est pas une question d'argent. Des fois, c'est pas une question d'argent. Des fois, c'est une question de temps. Les gens sont comme, j'ai pas le temps de me former. Ou le bon vieux, mais je vais me fier sur mon courtier. Mais ta job, c'est pas de faire... Tu sais, comme toi, ta job, c'est de conseiller puis appuyer l'investisseur. Mais ta job, c'est pas d'être l'investisseur non plus. Exact. Exactement. T'es pas garant de son succès. Là. J'allais dire, c'est pas ma job, c'est pas de l'éduquer un peu, mais ça dépend jusqu'à où. Puis l'effet négatif par rapport à ça, c'est que les gens, ils vont s'éparpiller. Ouais, ils vont s'éparpiller, ils vont arriver, ils vont commencer à analyser la propriété. Ils arrivent avec des fausses attentes. Ils vont se décourager, ils vont avoir des fausses attentes. Puis là, finalement, ça revient au point d'Alexandre, ils vont finir par pas bouger. Ils ont lu un livre de ma tante Ginette qui disait qu'il fallait pas que tu achètes un immeuble plus que 15 fois les revenus nets. Mais ils ont peut-être 50 000 la porte. 50 000 la porte, puis il faut que ça génère
$100 de cash flow par 50$ mois, par par semaine, porte. par porte. Mais c'est un best-seller, le livre. Fait que là, C'est une référence. C'est ça, le fait que là, il arrive chez vous, là, puis donne-moi tes meilleurs deals. Hein? Ben, puis tu sais, quand je me fais dire ça, souvent, c'est difficile de se faire dire je veux un deal parce que c'est quoi un deal? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Au mais ça, final, c'est la réponse, la première réponse qu'on donne. Moi, Ouais. j'ai un deal, OK. Comment je fais parfait. pour avoir accès à Mais tes un deal meilleurs pour moi, ce deals? sera pas un deal pour lui, Exact. ce sera pas un deal pour toi. Ouais. Tu sais, il y a peut-être des immeubles que toi, t'as achetés. En fait, il y a des immeubles que toi, t'as achetés que nous, on aurait. Ouais. On Puis, aurait pas en fait, il y a on aurait- plein de beaux immeubles que vous m'avez déjà présentés. Ouais. Puis c'était des super de bons deals. Je me ça dis, ouais, mais fonctionnait c'est pas pas des dans- deals pour moi. Ça Exact. fonctionnait juste pas. Pensez à quelqu'un d'autre. Ça fait pas de l'immeuble un mauvais immeuble Ben pour non, autant. c'est ça, exact. Mais ça, on se le fait dire souvent. Tu sais, moi, je cherche un deal. Puis souvent, quand on creuse avec la personne, soit on se rend compte que la personne ne sait pas trop ce qu'elle cherche, justement, Ouais. comme Lancelot Ou elle a des disait. attentes complètement ridicules. Ou elle a des attentes complètement ridicules. D'ailleurs, si jamais vous avez des immeubles à vendre à Sherbrooke en bas de 14 fois les revenus puis à 50 000 la porte, je suis preneur. Il y a encore du monde qui me parle de revenu brut. là. Ouais. Ça, c'est non. Ouais. Je fais tout le temps la même chose. OK, t'as un immeuble avec 100 000 de revenus, puis l'autre immeuble à côté a 100 000 de revenus. Sauf que lui, il fournit l'Internet, l'électricité, etc., etc. En gros, il y a des dépenses. Chaud, ça ouais. va-tu vraiment la même affaire? Ouais. Ah ouais, non, ben oui, mais c'est pour ça qu'on parle pas de Parce revenu que brut. chaque indicateur peut être bon ou mauvais. Tu sais, Ah je veux dire, ouais. un prix à la porte, ça peut être bon ou mauvais, Ouais. un TGA, mais, Ah ouais. mais Il y en a des plus précis. les connaître tous, puis les s'en Ah, puis servir tous, c'est à ça que ça C'est sert. ça, puis comprendre comment il fonctionne. C'est pas ensemble. genre, moi je check juste le TGA puis j'achète selon le TGA. Exact. C'est pas Non, plus bon de faire ça. Ça aussi, c'est une erreur. là. Exact. Exact. C'est l'ensemble C'est de une l'œuvre. incompréhension, en fait, du TGA. Là, tu sais, c'est... Parce que, exact, t'achètes un immeuble vide, ton TGA il est nul. Là. T'as pas de TGA là, Ouais. si t'achètes un immeuble vide. Est-ce que ça fait que c'est un mauvais immeuble? Ouais. Est-ce que ça fait que c'est pas bon à long terme? Est-ce que ça fait que. Je veux dire. Là, on parle de mathématiques. Je pense que, tu sais, on s'entend que je pense que les mathématiques sont importantes. Là. Je les enseigne. Mais il y a un autre aspect qui est souvent oublié en immobilier. Puis je pense d'ailleurs, vous autres, c'est ce qui a fait probablement de vos grandes forces. Le côté relationnel. Tu sais, comment réussir des transactions immobilières, c'est de ne pas oublier le côté humain. Puis, tu sais, 100%. combien de fois qu'on a eu des rencontres avec des vendeurs, là, que 100%. c'était juste comme. J'étais comme, hey les gars, tu sais, comme, je veux juste m'asseoir à table avec le vendeur, comme, on parle même pas de prix puis d'offre, puis de. En fait, où il était même pas à vendre. Combien de puis- fois c'est pas arrivé? Ouais. Puis il y a plein de fois que ça n'a rien donné. Ça 100%. fait partie de la game. Mais- Je pense que c'est pas- Mais ces relations-là se développent pareil. 100%, puis c'est tellement un bon point que tu amènes parce que une personne sur deux choisit son courtier selon le fit avec la Ouais, personne. ouais. Comment ça va, comment il aime la personne. Tu peux pas comment négocier ça se si tu rentres pas en déroule. relation avec la 50% personne. c'est 50% de la job. La relation, c'est 50% de la porte d'entrée. Ouais. Les gens veulent faire affaire avec des gens avec qui ils se connectent. En fait, c'est la vente, au final. Ouais. Les gens font affaire avec des gens. Puis la négociation dans les transactions. Exact, Ouais, ouais. exact. Tu L'autre sais. 50%, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais. les éléments techniques, ce que Ouais, tu apportes c'est de ça. valeur. Exact. Mais c'est 50%, c'est justement ton expérience transactionnelle, tout ça, mais il y a un 50% que c'est juste la relation avec la personne. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre un bon courtier et un mauvais courtier. Mais c'est ce qui fait la différence pour un acheteur. Ouais. Si l'acheteur est jamais capable de parler avec des vendeurs puis d'être sur le même diapason que lui, ça va être très difficile de transactionner. Tandis que il y a certains deals que je pensais qu'ils allaient jamais se faire, mais parce que l'acheteur et le vendeur s'adoraient, ils sont en Ouais. train de se faire. Ils ont trouvé un moyen que ça fonctionne. Exact. Ou qui ont trouvé, ouais. c'est vrai. J'en ai une coupe en tête. Ouais, c'est ça. Non, au final, c'est Tu dis, ça. aïe, aïe, jamais ça va se faire. Puis finalement, non, ben, t'as réussi à garder les voies de communication ouvertes. Puis, tu sais, tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin. Puis Exact. l'ego de côté. là, On tu sais, sort avec puis- une transaction que tout le monde est content. Exactement. C'est Pas clair. juste l'argent au final. Non. C'est pas que de Non. l'argent. là. Il y a des humains en arrière de chaque immeuble, il y a des locataires. Il y a beaucoup de relations à gérer là, Ouais. dans l'immobilier. Ouais. Une chose que j'enseigne beaucoup aux investisseurs, surtout aux plus débutants, tu sais, veux pas quand tu es un bon courtier, surtout dans un domaine niché là, comme le multirez, tu sais, veux pas, vous êtes un peu des gatekeepers, tu sais, c'est-à-dire que on s'entend que, bon, il y en a des beaux deals qui sont sur Centris. J'en ai acheté plein d'immeubles qui étaient sur Centris, mais aussi beaucoup de beaux deals que, avant d'être sur Centris, sont offerts à des acheteurs qui ont des relations avec des courtiers comme vous autres. tu sais. 100%. Comment que, tu sais, comme l'importance aussi quand on parle du relationnel, de, tu sais, je donne souvent l'exemple à ces investisseurs-là, tu peux pas juste appeler des gars comme vous autres ou d'autres courtiers et faire comme, hey, Envoie-moi salut, tes meilleurs deals. je suis acheteur, envoie-moi tes meilleurs deals. Tu sais, comme, Ça fonctionne pas. tu sais, il y a
il a investi dans la relation. Avant qu'on transige ensemble, on est allé dîner ensemble, on s'est jasé. Puis après ça, il faut que les bottines suivent les babines. Comme, vous m'avez envoyé des deals, ça, en fait. je les ai closés. Oui, exactement. Ouais. Puis je vous ai montré que non, je vais en closer. Là, comme vous ne perdrez pas votre. Je ne les closerai pas à 100%, c'est impossible, mais je vais toujours tout faire pour les closer, puis je vous niaiserai pas. Comme, ça, c'est les deux choses que je trouve que beaucoup d'investisseurs négligent. Ben, les acheteurs qui reçoivent des propriétés hors marché, c'est des gens avec qui on sait que la transaction va se rendre jusqu'à la fin. Ou que la personne va tout faire pour qu'elle se rende à la fin. Parce que ultimement, pourquoi c'est hors marché? C'est que le propriétaire ne veut pas aller sur le marché. Ouais. Exact. À partir de, il ne veut pas perdre son temps. Exact. Fait que si on part de ce point-là, moi j'y amène un acheteur qui fait perdre son temps, je suis brûlé. Exact, c'est clair. Je suis brûlé que la personne va juste aller ailleurs. C'est un momentum qui part après ça. Là, ça prend pas... Fait que si j'amène, comme Alexandre dit, si on amène un acheteur qui ne close pas, ben on vient de... On se tire dans le pied. On se tire dans le pied à vous autres. C'est ça, exactement. Là. Fait que pour se mettre dans une position où on veut pas se tirer dans le pied, on fait affaire avec des gens qu'on sait que ça va fonctionner. On date deux personnes ensemble qu'on sait que ça va fonctionner. Ultimement, c'est ce qu'on doit faire. Puis, comme tu dis, c'est pas le genre de choses qu'on peut faire qu'un acheteur que je rencontre sur un coin de rue ou que je rencontre au gym, que je rencontre à quelque part qui me dit « Hey, je veux acheter du pocket listing ». C'est une relation à long terme, je pense. Puis c'est autant que le courtier doit démontrer son sérieux que l'investisseur aussi. Puis à long terme, justement, on est capable de travailler. Je pense que les acheteurs doivent vraiment... Puis moi, je suis un extrême là-dessus, mais tu sais... préciser ce qu'ils veulent. Surtout. Moi, exemple, c'était comme... Moi, là, je vous ai dessiné 1,5 km², puis voici, je veux là-dedans, puis voici ce que je veux là-dedans. C'est pas genre... Hey, moi, je vois ça souvent sur les réseaux sociaux, là. Je suis acheteur 5 à 50 logements à Sherbrooke. Ça veut rien dire, ça. Entre Sherbrooke et Montréal. 5 à 50 logements à Sherbrooke. OK, mais Sherbrooke, là, c'est Centre-Ville, Vieux-Nord, Mont-Bellevue, l'Est, Rock-Forest, Jacques-Cartier, Brompton, Deauville, c'est comme Magog à la limite, qui est quasiment une banlieue de Sherbrooke. 6 à 50. OK, toi, tu comme... Ça veut rien. Tu sais, c'est comme dire, t'as-tu faim? Oui, j'ai faim. Je vais manger de la nourriture. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux manger? De la nourriture. OK, mais on peut-tu préciser? Puis comme acheteur, plus que tu peux préciser exactement ce que tu veux, je pense que plus tu as de chance aussi de travailler avec des courtiers qui vont t'emmener comme... T'as plus de chances aussi de réussir. Plus l'acheteur est précis, plus on veut travailler avec parce qu'on va y amener exactement ce qu'il demande. Le jour où le téléphone va sonner et on va l'appeler, tu sais que c'est un deal à un tel. Exactement ce qu'il nous a demandé. Exact. Tu sais que ça, c'est un deal pour cette personne-là. Exact. C'est clair, net et précis. Pas parce que tu joues des favoris. Le gars qui me dit entre 5 et 50, il est vraiment à la fin de la liste. Il est bottom list. Tu vas rien envoyer. Position 600. Quand on parle avec un propriétaire qui dit « Moi, j'ai tel immeuble à vendre », tout de suite, j'ai comme « Ah, celle-là. » C'est qui le personnage? 3-4 investisseurs en tête qui me pop. Tu sais, c'est le profil de qui, ça? Exactement. Tu sais, une belle vidange au centre-ville de Sherbrooke. Nicolas. Ah ouais. Appelle le vidange. Je suis peut-être pas Robert Richard, là, je suis pas un vrai vidangeur, là, mais comme moi, je suis le vidangeur. L'immeuble est-tu dangereux? Parfait. Nicolas. Okay. Il est-tu finançable? Non, Nicolas. OK, parfait. On parlait d'erreurs tantôt, certains investisseurs. Ceux qui appellent, justement, puis qui la première chose qu'ils me disent, c'est « Je veux un immeuble en bas de la valeur du marché. » Tout de suite, ça traduit un peu un... Que tu sais pas de quoi tu parles. Exact. Fait que tout de suite, c'est comme, OK, t'es pas sérieux. Fait que je te prends, je te mets déjà dans la catégorie. Là. Fait que ça, si on parlait des gens qui nous écoutent pour qu'ils fassent attention, là, c'est de pas tout le temps aller chercher la carotte, tu sais. Travaille pour aller éventuellement, après plusieurs transactions, avoir une opportunité qui correspond. Ouais, mais en bas du marché, ça veut rien dire en plus. Exact. Moi, c'est ce que c'est pas comme une valeur marchande. Ça n'existe pas, là. Tu sais, il y a un range de valeur d'une propriété, là. Ça vaut en temps pis temps. Il y a cette mauvaise compréhension-là qu'un immeuble vaut tant. Tu sais, même une évaluation agréée, là. C'est une opinion. C'est une opinion à l'intérieur d'un range acceptable de valeur. Puis la valeur, en plus, la valeur d'un immeuble pour moi, puis la valeur d'un immeuble pour toi, n'est pas la même. C'est sûr et certain. On ne regarde pas de la même façon. Il y a des immeubles que je vais regarder, puis moi, je vais avoir une certaine valeur associée à mon profil, puis mes compétences, puis mes capacités, qui ne sera pas la même que toi. Exact. Fait que ça veut rien dire en bas de la valeur marchande. Tu sais? Puis au final, la valeur marchande, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer. Là. Exactement. Fait que si quelqu'un est prêt à payer plus cher que toi, la valeur marchande... Fait que si tu me dis, cet immeuble-là,
il vaut 500, je vais le payer 450. Ben, du moment que tu le payes 450, tu l'achètes à la valeur marchande. 450, théoriquement, la valeur marchande de base, c'était 450, tu sais. Il y a personne qui l'a acheté à 500. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est les mots que les gens utilisent puis les réflexions que les gens utilisent qui nous permettent de déterminer si la personne est sérieuse ou non, si ça va aller quelque part. Ouais. Puis souvent, tu sais, là, on mène large. Là, je veux dire, il y a des gens sérieux que justement, ça ramène au point où Lancelot, ils sont juste pas formés. Exact, c'est ça. Ça, c'est l'autre point aussi. Il y a des gens où on a l'impression qu'ils sont pas sérieux à cause qu'ils verbalisent ça comme ça, mais au final, c'est juste qu'ils n'ont pas les connaissances. C'est juste un manque d'outillage. Parce qu'avec les connaissances, il verrait exactement ce qu'on dit, puis il regarderait un immeuble, puis il le verrait d'une façon complètement différente que de rien connaître, de dire je vais acheter en bas de temps de la porte. Tout à fait. Plus le temps avance, plus c'est impossible de penser comme ça. Est-ce que vous savez aujourd'hui, si vous aviez à retourner en arrière de 10 ans, de vous donner un conseil à vous il y a 10 ans, ça serait quoi? Hey, c'est une bonne question. Ouais? Là, c'est drôle, la première affaire qui m'est venue c'est Bitcoin, non, c'est pas vrai. Ça, c'est clair. Mais, Hey, Bitcoin 2010, là. Honnêtement, ça va être drôle à dire, mais je regrette pas le parcours. Parce que je pense que avoir des hauts puis des bas, ça fait partie de comme grandir dans tout ça. Puis de bâtir ton réseau, pogner tes outils. Pogner tes nœuds. Parce que tu sais, de partir tout de suite, OK, je sais tout, la science infuse, puis c'est réglé. Je sais pas, c'est une drôle de question. Hein? Je sais pas, Alex, réponds à la question, je vais voir ce que je peux répondre après. Délègue! Ouais, je délègue la question. Mais c'est mon premier feeling. Là, tu retournes sur les cold calls. C'est ça. C'est difficile à dire, mais je te dirais qu'en 10 ans, il y a de l'expérience qui rentre aussi en ligne de compte. Ouais. Il y a une certaine maturité que j'avais pas aussi. Quand que ce soit transactionnel, en métier, en affaires. Il y a des raisonnements qui se font différemment. Quand j'étais jeune, je pense que c'est-tu une erreur? Je suis peut-être là à cause de ça aujourd'hui, mais j'avais peut-être trop envie de tout acheter. Puis je regardais partout. Trop excité. Exact. Trop impatient. Exact. Je calculais des immeubles partout au Québec jusqu'à minuit le soir. Aujourd'hui, je travaille encore comme ça, mais j'ai du focus. Fait que peut-être ramener ça à être plus focusé plus tôt. Parce que j'ai peut-être une période entre 19 et 25, 24 où j'étais peut-être plus éparpillé. Mais en même temps, c'est un peu ça qui m'a amené où je suis. Est-ce que je le referais différemment? Peut-être pas. Mais je pense que d'être plus focus. Mais j'ai trouvé, moi. Je pense que j'avais trop l'appât du gain. Je voulais trop avoir l'appât du gain rapidement. Puis je suis passé proche de faire des erreurs. Ouais. On a réussi à pas en faire, là, mais ça a passé proche. Il y a du monde en masse qui aime ça profiter de ce désir de gain-là, malheureusement. Exact. Mais c'est ça. C'était vraiment comme... c'est bon. C'est pas le premier deal que tu vois ou le premier deal que tu penses que c'est un deal. Que tu vois que tu devrais acheter, tu devrais peut-être comme, OK, regarder tes options, puis finir par agir, mais comme... En fait, ce que je pense que ça revient aussi à l'apprentissage qu'on a après bien des années d'expérience, de te rendre compte que le vrai résultat, c'est pas finalement la chose que tu voulais, mais c'est comme le chemin pour te rendre là, la personne que tu es devenu finalement. C'est clairement le chemin. Parce que tout objectif que tu te mets à un moment donné, là, même si tu l'atteins, tu vas faire comme OK, mais là, faut que je bouge la cible encore. Fait que finalement, on dirait que le temps que tu atteignes ton objectif, tu es déjà en train d'en passer à un autre. Puis c'est de penser à l'autre objectif qui te rend à l'objectif que tu voulais atteindre. Peut-être renchérir là-dessus, je trouve ça intéressant, mais plus l'objectif est gros, plus il va prendre un effort techniquement plus gros. Si tu n'aimes pas ce que tu fais pendant que tu te rends ton objectif, tu vas péter aux frettes. C'est clair. Tu vas péter aux frettes. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou à votre plateforme de podcast préférée. Puis, on espère toujours être capable de vous aider dans votre parcours d'investisseur immobilier, de le faire de la bonne manière. Donc, si vous avez le goût de vous former de la façon qui va vous aider à faire l'immobilier comme du sens puis comme du monde, ben, venez vous inscrire au Collège MREX dans un de nos nombreux programmes de certificats ou même la Meurthe Multilogement, mrex.co pour tous vos besoins en éducation et formation et accompagnement. D'ici là, on se revoit au prochain épisode. Merci d'avoir été des nôtres.